Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée au cours du mardi 19 mai. Dans le cadre de cette séquence, nous allons commencer par corriger l'activité numérisée du chapitre 17 et on va démarrer le chapitre 17 sur les signaux analogiques et les signaux numériques. Alors, cette activité commençait par indiquer que les dispositifs de stockage numérique reposaient sur la distinction entre deux états physiques, deux états électriques, deux états magnétiques, dont les valeurs étaient associées au chiffre 0 ou au chiffre 1, c'est-à-dire que l'information est stockée sous la forme de code binaire. Nous, on est habitué à utiliser le système décimal avec 10 chiffres de 0 à 9. Et donc par exemple 153 c'est 1 fois 10 puissance 2 plus 5 fois 10 puissance 1 plus 3 fois 10 puissance 0, c'est-à-dire que chaque chiffre a un poids dans le système décimal. Les unités c'est 10 puissance 0, les dizaines c'est 10 puissance 1, les centaines c'est 10 puissance 2. Pour le système binaire c'est le même principe, sauf on code avec deux chiffres seulement, 0 ou 1. Là, ce code ici, 1, 0, 1, 1. Le premier 1, il vaut 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Le deuxième, 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. Le troisième, 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. Et le quatrième, 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Donc là, on a 1 fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 1, plus 1 fois 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. Donc 1 plus 2, ça nous fait 3. Plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Donc 1 plus 2 plus 8, on arrive à 11. 1, 0, 1, 1 en binaire, ça correspond à 11 en décimale. C'est comme ça qu'on compte. Alors, ici on vous dit avec n bits, on peut écrire 2 puissance n nombres. Petite illustration. Donc là, si on écrit avec, notre mot binaire n'a que 1 bit, on aura soit un 0, soit un 1, c'est-à-dire deux nombres possibles, 0 ou 1. Si on a deux nombres si on a 2 bits plutôt dans notre nombre binaire, eh bien on va pouvoir avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, soit 4 nombres possibles. Si on a 3 bits, donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Donc si on compte, ça nous fait 8 nombres possibles. Et de même, ici, avec 4, on aurait 16 nombres. Avec 5, 32 nombres. Avec 6, 64 nombres. Et enfin, avec 8, 256 nombres, puisque ici, on a 10 colonnes de 25 nombres et il nous en reste 6 ici. Bref, vous l'avez compris, le nombre de nombres binaires qu'on peut écrire avec n bits, c'est 2 puissance n. Donc quand on a 8 bits, c'est-à-dire un octet, eh bien on peut écrire 2 puissance 8 valeurs. Alors là, ici, vous avez la correspondance binaire décimale. Donc 0 fois 2 puissance 0, ça nous fait 0. Plus 1 fois 2 puissance 1, ça nous fait 2. Là, on a 4. Donc 2 plus 4, 6. 0. Là, on a 2 puissance 4. 1 fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 5, plus 1 fois 2 puissance 7. Donc 2 puissance 7, ça fait 128. Plus 32, 160, plus 16, 176, plus 4, 180, plus 2, 182, donc on a bien correspondance ici. Donc juste pour comprendre, même si c'est pas le cœur du chapitre, mais ici en décimale, le 3, il a comme poids 10 puissance 0, le 5, il a comme poids 10 puissance 1, et le 1, il a comme poids 10 puissance 2. Là, le 0 a pour poids 2 puissance 0, le 1, 2 puissance 1, le 1, 2 puissance 2, le 0, 2 puissance 3, le 1, 2 puissance 4, le 1, 2 puissance 5, le 0, 2 puissance 6 et le 1, 2 puissance 7. Bon alors, vous vous demandez sûrement pourquoi on parle binaire et décimal ici. C'est parce qu'en fait, les grandeurs physiques que l'on mesure sont des grandeurs analogiques, c'est-à-dire qu'elles varient de manière continue dans le temps, comme on voit une représentation ici. Mais les ordinateurs ne traitent que des grandeurs binaires, des grandeurs qui varient de manière discontinue dans le temps, et qui varient par palier, de manière discrète. Et donc il faut pouvoir transformer ces grandeurs analogiques en grandeurs numériques.
Et donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des convertisseurs analogiques numériques. Et donc on va voir comment fonctionne un convertisseur analogique numérique. Donc on vous dit ici qu'on va réserver 4 bits pour coder la tension et 4 bits pour coder le temps. Donc la période d'échantillonnage ici elle sera fournie, donc TE, et on a un quadrillage qui est fourni. Durant l'échantillonnage, le signal est découpé régulièrement dans le temps. L'intervalle de temps TE entre deux valeurs numérisées est la période d'échantillonnage. Chaque valeur est bloquée pendant une durée TE, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention de la valeur suivante. Donc vous avez la représentation du signal analogique ici, et on vous dit que seuls les couples T et M correspondant aux intersections du quadrillage vont être codés. On parle d'échantillonnage, donc prise de mesure à intervalles de temps réguliers. Donc on va prendre des valeurs uniquement toutes les 25 millisecondes ici. Donc à 25 millisecondes on prend une valeur, à 50 millisecondes on en prend une autre, à 75 une troisième, à 100 millisecondes une quatrième, etc. Et ensuite, une fois que la valeur est prise, on la quantifie, c'est-à-dire qu'on lui attribue une valeur permise. Les valeurs permises, c'est pas n'importe lesquelles, c'est celles qui correspondent aux graduations horizontales. Donc par exemple, si je prends cette valeur ici, donc à 75 millisecondes, je ne peux pas lui attribuer cette valeur, la valeur ici, parce qu'elle n'est pas sur une graduation horizontale. Je peux lui donner soit celle-ci, soit celle-là. La plus proche sera celle-ci, donc on lui attribuera cette valeur-là. Donc on va perdre de l'information nécessairement. On perd de l'information par deux phénomènes. Le premier, c'est que on mesure des signaux à intervalles de temps réguliers, mais on ne mesure pas entre 0 et 25 millisecondes, par exemple, on perd de l'information, entre 25 et 50 millisecondes de même. Et d'autre part, ici, la valeur de tension, c'est celle-ci, et on va lui attribuer une valeur différente. Proche, certes, mais différente. Donc on perd de l'information. Alors, répondons aux questions. La période d'échantillonnage du convertisseur, eh bien, on lit en abscisse que les points sont pris toutes les 25 millisecondes. C'est ça notre période d'échantillonnage. Donc la période d'échantillonnage 25 millisecondes. La fréquence d'échantillonnage, c'est l'inverse de la période d'échantillonnage. Ça va nous faire donc 1 sur 25 10-3. Et donc 1 sur 25 10-3, ça nous fait eh bien, donc 10-3, ça nous fait 40 Hz, pardon, ici. Donc on a une fréquence d'échantillonnage de 40 Hz. On va ensuite ajouter en ordonnée le code binaire associé aux graduations en tension. Donc 0, 0, 0, 0, c'est le nombre binaire 0. 0, 0, 0, 1, c'est 1. 0, 0, 1, 0, c'est 2. 0, 0, 1, 1, 3. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, et enfin 1, 1, 1, 1 ici. Donc on a transformé toutes ces graduations en nombres binaires. Donc pour chacune des 16 dates, marquez d'une croix rouge l'intersection la plus proche résultant de la numérisation. Donc ici, pour 0, on sera un tout petit peu au-dessus ici. Pour 25 millisecondes, on va être ici, tout petit peu au-dessus également. Là, à 50, on est quasiment sur le point. À 75, un peu en dessous. À 100, alors à 100, on est quasiment à la moitié, donc difficile à dire, sans doute là. À 125, un peu au-dessus. Ici, voilà. Donc on met aux intersections les plus proches du signal analogique. On fait une croix rouge. Voilà, donc on les positionne les unes après les autres. Là, on est un peu entre les deux, peut-être ici au-dessus, là, ici, et enfin là, là. On vous dit que l'écart maximal entre la valeur analogique et la valeur numérique correspond à une demi-graduation verticale. Donnez l'expression de cet écart maximal en fonction de Mmax dans cet exemple. Donc là, on sait qu'on avait 4 bits. 4 bits, on a dit que ça nous faisait 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 valeurs possibles. Donc on va positionner 16 valeurs, mais de 0 à la valeur max. Donc si on a 16 valeurs, on va aller de 0 à 15, puisqu'on code aussi le 0. Et si on va de 0 à 15, donc on a 16 valeurs, mais on n'a que 15 intervalles. Hein. Entre 16 barrières, on n'a que 15 intervalles. Donc l'intervalle entre deux grandeurs ici, entre deux graduations, ça va être Mmax sur 15, puisqu'on a 15 intervalles. Et comme c'est une demi-graduation, ça va nous faire un demi de Mmax sur 15. 15, c'est-à-dire 2 puissance n, enfin 2 puissance 4 moins 1. Et là, si on avait n bits, eh bien ça nous ferait 1 demi de m max sur 2 puissance n moins 1. Donc là, on a eu 1 demi de m max sur 15,
c'est-à-dire 1 demi de m max sur 2 puissance 4 moins 1, et là, si on avait n bits, ça nous ferait 1 demi de m max sur 2 puissance n moins 1. On vous dit enfin que durant l'échantillonnage, le signal est découpé régulièrement, puis chaque valeur obtenue est bloquée pendant la durée de TE, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention de la valeur suivante. Donc on parle d'échantillonneur bloqueur. On vous demande de représenter l'allure du signal numérisé. Alors là, je passe directement à la correction. Ici, donc les points, les croix rouges, c'était les croix les plus proches de notre signal en analogique. Et puis donc là, on prend la valeur, on bloque, on passe à la suivante, on bloque, on passe à la suivante, etc. Donc on bloque à chaque fois. C'est ce qu'on va obtenir. Alors, application de tout ceci, donc avec un signal, on vous dit qu'on a l'amplitude du signal qui vaut 3,5 V. La numérisation se fait sur la base d'une amplitude de 3,5 V, soit 7 volts crête à crête. Ça signifie quoi? Ça signifie que le signal, il a un maximum à plus 3,5, mais donc il va entre moins 3,5 et plus 3,5. Et donc 7 volts crête à crête, donc entre moins 3,5 et plus 3,5, on a 7 volts. Et donc on vous dit qu'on code tout ça en tension sur 2 octets. Donc combien de valeurs différentes peuvent être codées sur 2 octets? On a dit que pour n bits, ça nous faisait 2 puissance n valeurs. Donc 2 octets, ça fait 2 fois 8 bits, ça fait 16 bits. Donc 2 puissance 16 valeurs. Et l'écart maximal, eh bien, ça va nous faire 1 demi fois la valeur max, c'est-à-dire 7 volts. Donc 1 demi fois 7 divisé par 2 puissance 16 moins 1, 2 puissance n moins 1. Souvenez-vous, on a vu que ici l'écart maximal c'était 1 demi de m max sur 15, c'est-à-dire 1 demi de m max sur 2 puissance 4 moins 1. Si on mettait n bits, c'était 1 demi de m max sur 2 puissance n moins 1. Là, on a 7 volts en valeur maximale, 16 bits, donc 1 demi de 7 sur 2 puissance 16 moins 1. Ce qui nous fait 53 microvolts. Donc on voit que la numérisation fait perdre de l'information, mais bon, 53 microvolts devant 7 volts, ça reste des pertes d'information qui sont assez faibles. Alors on vous dit que les CD audio ont été formés, échantillonnés à 44,1 kHz sur 16 bits avec un son stéréo. Ça veut dire que la cadence c'est 44,1 kHz, donc à chaque seconde on prend 44,1 1000 valeurs. Donc 44 000 points sont pris à chaque seconde, qui sont codés sur 16 bits, donc 2 puissance 16 valeurs, et que le son est stéréo, donc on aura 2 fois ce nombre de bits à stocker. Donc là, avec ce standard, combien de place prend une minute de musique? Donc on a 44 100 échantillons en une seconde, donc en une minute on en aura 60 fois plus. Pour chaque échantillon, on code sur 16 bits, donc 2 octets. Et donc ça nous fait 172 kibioctets, KI, on verra un tout petit peu après, souvent en informatique c'est confondu avec kilo, on verra qu'il y a une petite différence. 172 kibioctets pour une seconde, donc 10 mébioctets pour une minute. Et donc là, on voit donc que ça prend beaucoup de place pour les CD audio. Donc on redéfinit signal analogique, signal continu au sens mathématique du terme. Il retranscrit les plus petites variations de la source qui le produit. Donc on a des variations continues, alors que le signal numérique est discontinu. Il ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs à des instants précis. L'inconvénient du numérique, c'est qu'on n'a pas un nombre infini de valeurs en numérique, alors que en analogique, oui. Donc on ne peut pas représenter toutes les valeurs prises par la grandeur, on perd donc de l'information. Pour que cette perte soit négligeable, il faut respecter les règles d'acquisition qui permettent d'obtenir avec fidélité un signal, on en parlera. L'intérêt, c'est que on peut facilement le manipuler, le stocker, le transmettre via Internet ou sous forme de fichiers informatiques. Alors là, on vous explique que le convertisseur analogique numérique va permettre de transformer le signal analogique en un signal numérique, et que durant l'échantillonnage, le signal va être découpé à intervalles de temps réguliers, que après le découpage, il est bloqué, donc jusqu'à l'obtention de la valeur suivante. Et durant la quantification, chaque valeur bloquée est comparée à l'ensemble des valeurs permises par le convertisseur, et la valeur permise la plus proche va être affectée au signal. L'écart entre deux valeurs permises, on appelle ça le pas de quantification, et les valeurs permises sont ensuite traduites en nombres binaires pendant le codage. Alors, donc vous aviez un tableau où vous aviez quelques étapes qui étaient représentées.
d'une numérisation dans le désordre. Et donc on vous demandait dans quel ordre ces étapes s'effectuaient-elles. Donc là, vous aviez les différentes étapes. Donc la première étape, en fait, on repère notre signal analogique ici. Donc là, on a notre signal de départ. Ce signal analogique, on va prélever périodiquement la valeur du signal analogique. Donc là, c'est ici. Donc on prélève donc là, on a la période d'échantillonnage qui est représentée ici. On prélève des points. Ensuite, eh bien, on va remplacer, on va bloquer donc la valeur pendant la durée TE de la valeur prélevée. Donc on va prendre cette valeur et on la bloque. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Donc on bloque. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher la valeur la plus proche permise par le convertisseur. Donc là, ici, ces valeurs-là, pour la plupart, ne sont pas permises parce qu'elles ne sont pas sur des graduations horizontales. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. On prend en bleu, en rouge, c'est ce qu'on avait bloqué, mais en bleu, c'est ce qui est permis. Ensuite, ici, donc en E, on va remplacer la valeur bloquée pendant la durée TE par la valeur permise la plus proche. Et enfin, on va convertir en binaire. Donc si on récapitule, le A, signal analogique, c'est le premier. Ensuite, on a le D, prélèvement périodique de la valeur du signal analogique. Ensuite, le F, blocage pendant la durée TE de la valeur prélevée. Ensuite, on a ici le B, recherche de la valeur la plus proche permise par le convertisseur. Ensuite, donc le E, remplacement de la valeur bloquée pendant TE par la valeur permise la plus proche. Et enfin, le C, conversion en binaire. Alors pour la situation, donc là on avait, pour la situation schématisée ci-dessus, déterminer la période d'échantillonnage. Donc on voyait qu'on avait des valeurs qui étaient prises toutes les 1 milliseconde. La fréquence d'échantillonnage, donc 1 sur la période d'échantillonnage, donc 1 sur indice moins 3, ça nous fait 1000 Hz. Le pas de quantification, eh bien on pouvait prendre une valeur tous les 1 volts. On voyait ici que tous les 1 volt c'était autorisé. Donc 0,5 volts c'est pas permis, mais 1, 2, 3, 4 c'est permis. Et le nombre de bits du convertisseur, eh bien on voit qu'on avait 3 bits. Hein. Chaque mot binaire était codé sur 3 bits. La fréquence d'échantillonnage, le nombre de bits d'un signal numérisé sonore stocké sur un CD audio, c'était dans le document ici 1. La fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz et le nombre de bits, eh bien c'était codé sur 16 bits. Voilà pour cette activité. Alors on va reprendre tout ça dans la partie cours. Chapitre 17, signaux analogiques et numériques. Donc un signal, c'est la représentation physique d'une information qui est transportée de la source jusqu'au destinataire. Il y en a deux sortes. Les signaux analogiques avec des variations continues et les signaux numériques qui transportent une information sous la forme de nombres, donc qui varient de manière discrète. Les codages binaires sont des successions de bits valant 0 ou 1. Donc bits, ça vient de binary digit, donc nombre ou chiffre binaire. Et quand on a 8 bits, on a un octet. Alors les étapes sont rappelées, l'échantillonnage c'est la prise de mesure du signal analogique à intervalle de temps régulier, il est suivi d'un blocage, donc échantillonneur-bloqueur, donc on bloque, hein, c'est ce qu'on voit ici. Donc on perd de l'information sur les variations temporelles du signal, il est bloqué à des valeurs constantes, hein, entre chaque période d'échantillonnage on ne sait pas ce qui se passe. Ensuite on a la quantification, c'est-à-dire l'affectation d'une valeur permise en tension, et donc on va donner la valeur permise la plus proche. Et ensuite on a le codage qui s'effectue. Alors l'échantillonnage, la quantification et le codage sont assurés par ce qu'on appelle le convertisseur analogique numérique, CAN, qui transforme une tension électrique en une valeur numérique compréhensible par un microprocesseur. Alors dans la suite du PDF, vous avez les deux activités à faire pour la semaine prochaine, qui traiteront aussi de signaux analogiques et numériques. Mais j'ai encore quelque chose à vous montrer, enfin plusieurs animations ici. Donc celle-ci, on va pouvoir la fermer. Donc là, non, on va pas commencer par celle-ci. Là, par exemple, là, j'ai choisi une fréquence d'échantillonnage. Donc on voit qu'on prend des points intervalles réguliers. Ensuite, on va affecter des valeurs permises. Donc là, ici. Et le signal, on va voir qu'il ressemble à ça. Si j'augmente la fréquence d'échantillonnage, donc je prends des points à intervalles de temps plus courts, la période d'échantillonnage diminue, donc la fréquence augmente. Je vois que mon signal ressemble davantage à mon signal analogique de départ. Hein. Le signal analogique de départ, c'était ça. Quand j'augmente ma fréquence d'échantillonnage, eh bien,
j'ai un signal analogique qui est plus proche. Quand je diminue la fréquence d'échantillonnage, au contraire, mon signal analogique est bien, enfin mon signal numérisé, quand je vois en bleu, il est assez éloigné du signal de départ. J'ai mal numérisé, c'est-à-dire que quand je numérise, je veux obtenir un signal qui soit le plus proche possible de mon signal analogique de départ. Si ma fréquence d'échantillonnage est trop basse, ça ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne bien. Alors ici un exemple là donc avec le signal analogique et le signal numérisé. Donc on voit que notre signal numérisé ressemble à peu près au signal analogique. Si je diminue le nombre de bits, ça ressemble plus tellement. Là on voit notre signal numérisé en jaune ressemble pas trop à notre signal analogique. Si par contre j'augmente le nombre de bits et j'augmente la fréquence d'échantillonnage, eh bien on voit en jaune qu'on colle quasiment exactement au signal analogique. Le signal jaune numérisé est très proche du signal bleu analogique. Là encore, en vert, le signal numérisé, en rouge, le signal analogique. Vous voyez ici le signal analogique en rouge. Si j'ai une fréquence d'échantillonnage qui est trop basse, eh bien mon signal numérisé est très éloigné de mon signal analogique. Alors que si je prends une grande fréquence d'échantillonnage, donc une petite période d'échantillonnage, mon signal numérisé est très proche de mon signal analogique. Donc un petit récapitulatif, signal analogique, on commence par découper notre signal à intervalle de temps régulier, c'est l'échantillonnage. Ensuite on bloque, donc on bloque et on affecte des valeurs permises. Donc en noir vous avez le signal numérisé ici qui est assez proche du signal analogique. Donc signal analogique, échantillonnage, blocage, quantification. Et on obtient enfin le signal numérisé qui est représenté en noir. Évidemment on a de la perte d'information. Mais plus la période d'échantillonnage sera petite et donc plus la fréquence d'échantillonnage sera grande et plus le pas de quantification sera petit, donc plus on aura de valeurs possibles, donc plus on va coder sur un grand nombre de bits, plus notre signal numérique sera proche de notre signal analogique. Donc une illustration ici. Donc en vert le signal analogique, en rouge le signal numérique. Bon là c'est pas très ressemblant. Ici je prends un peu plus de bits. Donc un peu plus de valeurs permises. Là on ne joue que sur le nombre de valeurs permises, sur la quantification. On voit que le signal numérisé est plus proche. Et sur 3 bits, donc maintenant 8 valeurs permises, on voit que le signal numérisé est bien plus proche du signal analogique. Là, c'est ce qu'on peut voir ici aussi. Hop, donc là on a le signal numérisé en vert qui est très proche du signal analogique, alors que si je diminue la fréquence d'échantillonnage et que je diminue le nombre de bits, eh bien notre signal numérisé est très, très éloigné du signal analogique. Ouais, là encore ici une petite illustration. Donc là si j'augmente la période d'échantillonnage, donc je diminue la fréquence d'échantillonnage, mon signal est moins propre, un signal numérisé est éloigné du signal analogique. Ici, j'ai diminué la période d'échantillonnage, donc je prends des points à intervalles de temps plus réguliers. Je peux aussi, donc j'ai augmenté la fréquence d'échantillonnage, mon signal est meilleur. Et si j'augmente la quantification, c'est-à-dire le nombre de valeurs permises en ordonnée ici, donc le nombre de bits, eh bien j'ai mon signal en bleu qui est beaucoup plus proche du signal analogique en rouge. Et pour terminer, un diaporama qui est un peu, dont je suis l'auteur, hein, c'est Olivier Chaumette, comme vous voyez ici, et qui est un peu plus large que tout ce qu'il faut retenir, mais ça permet de faire un petit tour de tout ça. Donc l'idée, c'est de transformer un signal analogique en un signal numérique. Plus le signal numérisé est proche du signal analogique, meilleure est la numérisation. Donc pour ça, on va échantillonner, on va prendre des points à intervalles de temps réguliers, on découpe le signal, et on va bloquer. Donc là, vous avez deux exemples. Avec une fréquence d'échantillonnage faible, eh bien, on a un signal qui est assez mal numérisé, alors qu'avec une grande fréquence d'échantillonnage, on a un signal qui est bien numérisé. Donc petite période d'échantillonnage, bonne numérisation. Il y a un critère qui s'appelle le critère de Shannon, c'est un mathématicien, Shannon, et on peut montrer en maths que la fréquence d'échantillonnage doit être au minimum le double de la fréquence maximale du signal à numériser. C'est un minimum, il faut au moins donc 2 points par signal pour qu'il soit numérisable. Les sons audibles, la fréquence max c'est 20 kHz, donc il faut prendre au minimum une fréquence d'échantillonnage de 40 kHz. Pour les CD audio, c'est 44,1 kHz qui ont été choisis. La voix, c'est entre 300 et 3000 Hz, donc pour la téléphonie, il faut prendre au moins 6000
Hz. Ce qui a été choisi, c'est 8 kHz. Donc là, vous avez des exemples de ce qui a été pris pour différents types de supports. Alors là, on voit ce qui se passe quand on choisit une mauvaise période d'échantillonnage. Là, la période d'échantillonnage, elle est indiquée. Donc pour un son grave, on va pouvoir numériser correctement, mais pour le son aigu, en dessous, on va voir qu'on ne va pas numériser correctement du tout parce que la période d'échantillonnage est beaucoup trop grande par rapport à la période du signal. Donc on voit que le son grave est correctement numérisé, vous l'avez en bleu ici, alors que le son aigu, bah, on n'a rien du tout, quoi. On a perdu toute l'information. Donc la fréquence trop faible élimine les informations sur les hautes fréquences. Et donc pour le son, par exemple, c'est sur les aigus. Si on numérise avec des fréquences d'échantillonnage trop basses, on va perdre l'information sur les aigus. Donc la quantification, c'est en ordonnée. Donc il faut donc discrétiser les valeurs de l'amplitude. Donc là, on a des valeurs discrétisées, donc c'est-à-dire des valeurs qui sont certaines valeurs sont permises et d'autres non en ordonnée. Donc bits 2 binary digits avec 2 bits 4 valeurs, 3 bits 8 valeurs, 4 bits 16 valeurs, n bits 2 puissance n valeurs. Donc plus on a un nombre de bits élevé, plus le nombre de valeurs disponibles pour le codage est grand. Donc plus on aura un nombre de valeurs permises important, moins on va perdre d'informations. Alors que vaut cet octet? Donc là, ici, on a... donc on sait que 2 puissance 0 c'est 1, 2 puissance 1 c'est 2. Donc là en fait il suffit juste de faire le total. 2 plus 8, plus 16, plus 32, plus 128. Et bien tout ça, donc là, ça nous fait 178. Donc là en fait ici, 0 c'est 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 4, etc. Comme en décimale. Donc le nombre maximum de valeurs sur 4 bits, c'est 2 puissance 4. 0, 1, 0, 1 en décimale, ça nous fait 2 puissance 0 fois 1 plus donc 1 plus 0 plus 4, donc ça nous fait 5. La valeur décimale maximale que l'on peut coder sur 4 bits, bien c'est 15. Pourquoi c'est pas 16? Parce que on va avoir 2 puissance 4 valeurs, donc 16 valeurs, mais on code aussi le 0, donc on va coder de 0 à 15. Ici en décimale, donc 0 fois 2 puissance 0 plus 1 fois 2 puissance 1 plus 0. Donc là, on va avoir 2 plus 8. Donc 2 plus 8, ça nous fait 10. Plus 32, ça fait 42. Plus 128, 170. La valeur maximale d'un octet en décimale, eh bien c'est 2 puissance 8 moins 1. Hein, comme on va avoir 2 puissance 8 valeurs, mais on code aussi le 0. 2 puissance 8, c'est 256. Moins 1, c'est 255. Et en binaire, bah, ça nous ferait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire 8, 1. Voilà. 102, alors bon ça c'est pas utile, hein, mais bon voilà, c'est pour info. Comment on fait pour coder de décimale à binaire? Bon, on vous le demandera jamais, mais c'est juste comme on en parle, autant le faire rapidement. Et en fait il suffit juste de regarder combien de fois on a 128 dans 102. Bon, on a 0 fois 128 dans 102, donc là on met un 0. Combien de fois on a 64 dans 102? On l'a une fois, donc on met un 1, et il reste 38. Combien de fois on a 32 dans 38? Eh bien, on l'a une fois et il reste 6. Donc on met un 1 ici. Donc je répète 0, 1, 1. Et il nous reste 6. Combien de fois on a 16 dans 6? 0 fois. Combien de fois on a 8 dans 6? 0 fois. Combien de fois on a 4 dans 6? Une fois. Et il reste 2. Combien de fois on a 2 dans 2? Une fois. Et il reste 0. Voilà. Donc là c'est comme ça qu'on va coder. Donc 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 et 0. Voilà, c'est comme ça qu'on transforme un décimal en binaire. Bon, c'est pour ceux qui aiment bien les maths, quoi. Alors en informatique, on ne code pas, enfin on ne compte pas les octets en kilo-octets, mégaoctets, gigaoctets, puisque ça c'est des puissances de 10, mais en kibi-octets, mébi-octets et gibi-octets. On ne compte pas en puissance de 10, mais en puissance de 2. Donc un kilo-octet, ce qu'on appellera un kilo-octet, en fait, on l'appellera plutôt un kilo binaire octet, donc kibi. Donc un kibi-octet, c'est 2 puissance 10 octets, c'est presque 1000, hein, mais c'est 1024. 2 puissance 10, ça fait 1024. 2 puissance 20, ça fait pas 1 million, mais 1 48 576, etc. Et donc pour la quantification, donc on voit que plus on a de nombre de valeurs possibles en ordonnée, donc plus on a codé sur un grand nombre de bits, plus on a donc de valeurs disponibles, et bien plus notre signal numérisé est proche de notre signal analogique, ce que vous voyez ici. Et donc plus le nombre de bits est élevé, plus les valeurs de chaque échantillon seront proches des valeurs du signal analogique, moins on perd d'informations. Vous avez des exemples ici pour CD, DVD ici. Et là, on voit que
quand on code avec un nombre de bits assez important, on voit la différence entre un son intense et un son faible, alors que si on code avec un faible nombre de bits, eh bien on voit pas la différence entre un son intense et un son faible, donc on perd de l'information. Donc si le nombre de bits choisi pour la quantification est trop faible, deux signaux d'amplitude voisine ne pourront pas être différenciés. Alors du coup, en résumé, on a vu que l'échantillonnage consiste à prélever périodiquement des échantillons, la quantification c'est à affecter une valeur numérique permise à chaque échantillon prélevé, et donc on a vu que plus la fréquence d'échantillonnage était grande et plus la quantification était grande, et meilleure serait la numérisation. Alors pourquoi se limiter? Pourquoi se restreindre? Parce que le problème c'est le nombre d'octets qu'on va obtenir, qu'il va falloir stocker et transporter. Donc il va falloir stocker sur un lecteur USB ou un disque dur externe, etc. Ou alors transporter sur Internet. Et donc tout ça, ça va, si on a un fichier très gros, ça va être très long ou impossible. Donc chaque seconde, on va avoir un nombre de points qui correspond à la fréquence d'échantillonnage, qui va être codé sur un nombre de bits qui correspond à la quantification. Donc là, on a pour chaque seconde le nombre de bits total pour une seconde. Pour savoir le nombre d'octets, on divise par 8. Et si le son est stéréo, on multiplie par 2. Et ça, c'est pour une seconde. Si c'est pour une minute, on multiplie par 60, puisqu'on a 60 secondes dans une minute. Donc là, ici, pour un morceau de 3 minutes, donc 3 minutes 180 secondes, donc une seconde, on va avoir 44 100 échantillons de 16 bits. Donc ça va nous faire 44 100 fois 16 fois 180. Et fois 2, puisqu'on est en... le 2 il vient du fait qu'on soit en stéréo. Donc 44 100 x 16 x 180. On divise par 8 pour l'avoir en octets, autrement on l'aurait en nombre de bits. Donc 30 mébioctets pour 3 minutes de musique. Vous savez que c'est pas la réalité. Vous, quand vous téléchargez, vous n'avez pas 30 mégaoctets ou mébioctets pour 3 minutes. Vous avez beaucoup moins. Parce qu'en fait, on va faire ce qu'on appelle la compression. Donc en particulier le format MP3 est un format compressé où on perd de l'information. On va encoder uniquement le spectre du signal et en éliminant les hautes fréquences qui sont très peu audibles ou inaudibles par l'oreille humaine. Et donc ça va permettre de diviser par 10 le poids du fichier audio. Donc on perd de l'information. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage, bon travail et à bientôt.